Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Sébastien qui est avec vous. Aujourd'hui, on va parler du mouvement des planètes. Avant toute chose, cependant, j'aimerais revenir sur les exercices que j'avais donnés à faire lors du dernier cours. Premièrement, je vous avais demandé quel type d'éclipse va-t-on observer lorsque la Lune se trouve à la position numéro 2. Alors ici, vous devriez avoir trouvé une éclipse de Soleil, puisque la Lune est justement entre le Soleil et la Terre. Donc la Lune va venir cacher le Soleil vu de la Terre. Et maintenant, dans quelle phase de Lune se trouve-t-elle à ce moment-là dans son orbite? C'est la nouvelle Lune. Puisque la phase qui fait face à la Terre, la phase de la Lune qui va à la Terre est la face obscure de la Lune. Ensuite, quel type d'éclipse sera observé à la position 4? À la position 4, la Lune est derrière la Terre, donc elle va être dans l'ombre de la Terre. Donc ce sera une éclipse lunaire. Et quelle phase elle se trouverait à ce moment-là? Ce serait la pleine Lune. Puisque la Lune nous présente sa face qui serait éclairée. Hormis l'instant que la Lune passe dans l'ombre de la Terre. Ensuite, je vous avais demandé comment se nomme la phase de la Lune dans la position qui est encerclée en rouge. J'espère que vous avez vraiment pris le temps de faire ces exercices-là par vous-même. Si ce n'est pas le cas, je vous demande de faire une pause sur la vidéo puis prendre le temps d'y réfléchir par vous-même avant de regarder les réponses. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit les rayons du soleil ici à droite. Donc le soleil est plus loin vers la droite. Là, si on regarde la Terre, on voit que en regardant ici la portion éclairée sur la Terre, on voit que la Terre est présentée dans le sens habituel, c'est-à-dire avec le nord vers le haut. Ce qu'il ne faut pas nécessairement prendre pour acquis, n'est-ce pas? Parce que dans l'espace, il n'y a rien tel que le haut et le bas. C'est juste par convention qu'on représente le nord en haut et le sud en bas. Mais ici, on voit que cette convention-là est comme respectée, juste en regardant là, un peu les continents ici. Donc ici, vous avez le pôle nord, ici, vous avez le pôle sud. Donc, si on a une vue sur le pôle nord, si on veut vue de haut, là, dans la perspective qui est illustrée ici, donc si on regardait de haut, on va voir la Lune tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire le sens anti-horaire. Donc, autrement dit, si la Lune commence ici, ce que ça nous dit, c'est que la Lune, elle tourne dans ce sens-là autour de la Terre. Donc, dans ce sens-là, comme ça. Maintenant, en quoi ça nous aide à savoir la phase? Ça nous aide parce que il faut savoir dans quel sens la Lune est en train de tourner pour savoir si on est dans une Lune qui est en train de croître ou en train de décroître. En train de croître ou en train de décroître. Ensuite, si on regarde la phase qui est ici, ça c'est la nouvelle Lune. La Lune nous présente sa face qui est sombre. Donc ici, je vais écrire NL, nouvelle Lune. Donc ensuite, on va arriver à un premier croissant ici. On va arriver à un premier quartier ici. On se rappelle le truc premier quartier, c'est comme si on avait un P ici pour la partie de la Lune qui est éclairée, vue de la Terre. Donc ici, premier quartier. Ensuite, la Lune devient pleine plus qu'à moitié, donc on a une Lune gibbeuse croissante. Ensuite, on arrive à la pleine Lune ici. Ensuite, elle commence à décroître, donc ça c'est la Lune gibbeuse décroissante. Dernier quartier. Ensuite, dernier croissant. Et on revient à la nouvelle Lune. Donc la réponse, c'est gibbeuse décroissante. Prochaine question, vous demandez que va voir l'observateur qui se trouve à la position X. Le rond jaune étant le Soleil, le rond bleu étant la Terre et le rond gris étant la Lune. Ce que je vous propose d'abord de faire, c'est de regarder, est-ce que la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre? Autrement dit, est-ce qu'on est dans une éclipse lunaire? Donc on peut facilement tracer les rayons, donc le rayon qui part du haut du Soleil, qui viendrait comme frôler le haut, si vous voulez, de la Terre, et inversement le bas du Soleil, le bas de la Terre. Puis là, ça ici, c'est le cône d'ombre qui serait
produit par la Terre. Donc il n'y aura aucune lumière dans le fond du Soleil qui se rendrait dans cette zone-là. Mais la Lune n'est pas dans cette zone-là. Donc, on n'est pas dans une éclipse lunaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va observer alors? Ce que je vous propose de faire d'abord, tracer une ligne, la ligne que j'ai tracée en rouge ici. Cette ligne-là fait la démarcation de la Lune pour montrer la partie de la Lune qui est visible de la Terre. Donc la partie que vous avez ici, c'est la partie qui fait face à la Terre, c'est cette partie-là qu'on voit. Alors que l'autre partie de la Lune, cette partie-là, on ne la voit pas. Maintenant, on peut tracer quelques rayons pour voir quelle partie de la face visible de la Lune va être éclairée. Donc par exemple, voici un rayon arbitraire que j'ai tracé du Soleil vers la Lune. Un deuxième, puis un troisième encore. Ça permet de voir que cette partie-là, si vous voulez, la partie de gauche de la Lune, si on se met dans la peau de la personne qui se trouve au point X, la partie de gauche de la Lune, elle va être très bien éclairée. Maintenant, est-ce que les rayons du Soleil vont pouvoir se rendre jusqu'à l'extrême droite ici? Alors pour le vérifier, on va tracer le rayon qui se rend le plus à droite. C'est celui-là. Donc celui qui part en haut complètement du Soleil, c'est celui-là qui se rend le plus à droite possible. Quand je dis à droite, c'est toujours vu si on se met dans la peau de la personne ici. Et donc, si vous regardez ça, est-ce que toute la Lune, est-ce que toute la phase, toute la partie visible de la Lune va être éclairée, oui ou non? La réponse est non. Si vous regardez, il y a une petite partie ici qui n'est pas éclairée. Pour être plus précis, c'est la partie qui se trouve ici. Donc, vu de la personne en X, toute cette partie-là va être visible et éclairée, puis il va y avoir une toute petite partie à droite qui va être obscure. Donc, quand la Lune est visible plus qu'à moitié, on appelle ça une lune gibbeuse. Donc, c'est ça la réponse. La personne va voir une lune gibbeuse avec un mince croissant sombre du côté droit. Autrement dit, la Lune est très proche d'être pleine, mais elle n'est pas tout à fait pleine. Un peu comme ce qu'on peut observer si on regarde la Lune 1 ou 2 jours avant la pleine Lune. Dernière question. Que verra maintenant l'observateur en X? Alors là, ici, bien sûr, on se doute qu'on peut avoir une situation d'éclipse puisque la Lune est devant, elle se trouve entre le Soleil et la Terre. Maintenant, il faut quand même faire la vérification avec les rayons. Donc si on trace les rayons extrêmes, celui qui part du haut du Soleil qui vient longer le haut de la Lune et celui qui part du bas du Soleil qui vient longer le bas de la Lune, ce qu'on observe, c'est que le cône d'ombre qui est produit par la Lune ne touche pas la Terre. Donc vos lignes devraient se croiser juste devant la Terre. Presque sur la Terre, c'est vraiment pas loin, là, mais juste 1 mm là, un peu plus à gauche. Juste avant d'arriver à la Terre. Ça, ce que ça nous dit, c'est que sur la Terre, on n'aura pas d'éclipse totale. Rappelez-vous que pour avoir une éclipse totale, il faut que le cône d'ombre touche la Terre. Donc, quel type d'éclipse observe-t-on lorsque la Lune est un peu trop loin de la Terre pour avoir une éclipse totale, mais qu'elle est parfaitement bien alignée comme c'est le cas ici? On a un alignement parfait, mais la Lune est un peu trop loin pour avoir une éclipse totale. Qu'est-ce qu'on a comme éclipse? C'est une éclipse solaire annulaire. Donc, autrement dit, le centre du Soleil va être obstrué, mais le pourtour du Soleil sera toujours visible. Autrement dit, on va voir le Soleil en forme d'anneau. D'où le nom éclipse annulaire. Annulaire vient du mot anneau. D'ailleurs, c'est comme le doigt, la main qu'on appelle l'annulaire, parce que c'est le doigt dans lequel les gens portent de manière, selon la tradition, les gens portent leur anneau de mariage. Maintenant, pour la leçon d'aujourd'hui, voici les objectifs. On va d'abord vous montrer les échelles du système solaire. On va décrire la part puis des philosophes et astronomes grecs de l'Antiquité. Ensuite, on va décrire les grandes découvertes effectuées par les astronomes de la Renaissance, comme Galilée par exemple. Ensuite, décrire le mouvement rétrograde des planètes. Oups, il y a une petite faute sur le mot planète. Et décrire la théorie de la gravitation universelle d'Isaac Newton.
Voici un modèle, une illustration là, du système solaire. Cette illustration-là est en quelque sorte fausse dans le sens où les échelles ne sont pas respectées. Ni en termes de taille, donc autrement dit, le Soleil est beaucoup plus gros que ça par rapport à la Terre, par exemple, et les échelles ne sont pas respectées en termes de distance non plus. Autrement dit, la Terre a l'air d'être beaucoup plus loin que ça par rapport au Soleil, si le Soleil avait cette taille-là. Alors, pour vous rappeler l'ordre des planètes, il y a un truc mnémotechnique très simple. C'est la phrase « Salut mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète ». Cette phrase-là n'a pas vraiment de sens, mais c'est facile de s'en souvenir. Puis, dans le fond, la première lettre de chaque mot vous permet de savoir la première lettre de chaque planète, en ordre. Donc, salut comme S pour soleil. Ensuite, mon, c'est M pour Mercure, qui est ici. Ensuite, vieux, c'est V pour Vénus. Tu, c'est T pour Terre. Ma, c'est M pour Mars. Puis là, c'est M apostrophe A, mais le A, c'est ça qui est intéressant. Le A, il y a une signification aussi. C'est la ceinture d'astéroïdes. C'est pas une planète en tant que telle, mais c'est la ceinture d'astéroïdes ici qui se trouve entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter. Alors, les astéroïdes, c'est comme des petits corps rocheux, des roches essentiellement, des milliards de roches là, qui tournent comme ça autour du Soleil. Ensuite, salut mon vieux, tu m'as jeté. Donc, jeté, c'est J comme Jupiter. Sur, S comme Saturne. Une, U comme Uranus. Nouvelle, N comme Neptune. Et planète, c'est P comme Pluton. Mais Pluton n'est plus une planète officielle du système solaire. C'est maintenant considéré comme une planète naine. Donc maintenant, la dernière planète officielle, c'est Neptune. En passant, vous avez ici la comète de Halley. La façon que les planètes ont été représentées, c'est pas au hasard. Ceux qui ont été regroupés ici, ce sont les planètes telluriques, c'est-à-dire ce sont des planètes rocheuses. C'est-à-dire Mercure, Vénus, la Terre et Mars, ce sont des planètes rocheuses. Donc des planètes sur lesquelles on peut marcher, si on veut, alors que, et éventuellement peut-être établir une civilisation. Il y a des projets très sérieux en cours pour coloniser Mars. Tandis que les planètes qui se trouvent du côté gauche ici, ce sont des planètes gazeuses. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ce sont des planètes gazeuses. Ce pas des planètes sur lesquelles on peut marcher. Ce sont vraiment, littéralement, d'énormes boules de gaz. Un peu comme le Soleil lui-même aussi est une énorme boule de gaz. Certains philosophes grecs avaient fait des observations par rapport à l'astronomie. Prenez par exemple Pythagore, environ en 550 avant Jésus-Christ. Il a fait l'observation suivante. Alors, si on regarde un bateau qui possède un long mât, comme celui-ci, et qu'on regarde ce bateau s'éloigner de nous, jusqu'à temps qu'il disparaisse à l'horizon. Donc, supposons qu'on est, mettons, sur le bord de l'océan. Donc, on a une très très longue vue. Les conditions météo sont parfaites, etc. Et qu'on observe le bateau s'éloigner. Ce qu'on va observer, c'est que la première chose qui va disparaître, c'est comme la coque du bateau. Mais le mât, surtout la partie supérieure du mât, va demeurer visible. Puis c'est à la toute fin que puis le mât va comme il va être de moins en moins visible jusqu'à disparaître complètement. Puis la portion qu'on peut voir en dernier, c'est le haut du mât. Puis ça, c'est une observation super importante parce que en fait, cette observation-là en soi permet de prouver que la Terre est ronde. Ou si vous voulez, sphérique. Autrement dit, si la Terre était plate, il n'y aurait pas de raison qu'on perde de vue le bas du mât avant le haut du mât. Cette image-ci l'illustre bien. Supposons que l'observateur se trouve ici, sur la montagne. Le seul point qu'elle est capable d'observer en ce moment, c'est le haut complètement du mât. Parce que ce rayon-là, étant donné la hauteur, parvient encore à se rendre à son œil, tel qu'on voit par le rayon qui est illustré en rouge. Alors que si on prend par exemple la coque du bateau,
Ici, ben, ce rayon-là, il peut juste pas se rendre à son œil parce que ce rayon-là est bloqué par la Terre elle-même. Puis il y a une autre observation aussi, Pythagore, c'est que si on regarde une éclipse de lune, la forme d'ombre qu'on observe, c'est une forme ronde. On le voit un peu mieux sur cette image-là. Donc, mettons qu'on part ici de la pleine lune, là la Terre commence à venir obstruer la lune, c'est-à-dire à plonger la lune dans son ombre. Et là, on voit que l'ombre de la Terre, on voit très bien ici qu'elle est de forme circulaire. Donc, si l'ombre de la Terre est de forme circulaire, ça veut dire que la Terre elle-même doit aussi être de forme circulaire ou sphérique, en fait, en 3 dimensions. Fait que ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'ombre de la Terre qui commence à arriver sur la Lune. Fait que c'est quand même fascinant de réaliser cette ligne-là, cette ombre-là que vous voyez, c'est vraiment notre Terre. C'est le contour, si on veut, c'est la projection du contour de notre propre Terre là, qui commence à arriver sur la Lune. Fait que ces deux observations-là clés permettent de prouver que la Terre est de forme sphérique. Ce qui, comme vous savez, était vraiment pas quelque chose de bien établi par les humains pendant très longtemps. Ensuite, vous avez Aristote, environ 350 avant Jésus-Christ. Lui, il a fait une hypothèse, la Terre est au centre de l'univers. Alors, comme quoi, le monde sublunaire, donc autrement dit, ce qui est entre la Terre et la Lune, ça, ce monde-là est corruptible, donc incluant le monde terrien. Donc, autrement dit, la Terre est imparfaite, ce qui se passe ici sur Terre, c'est imparfait, c'est corruptible, mais ce qui se passe au-delà de la Lune, donc tous les autres astres qui se trouvent au-delà, Vénus, Mars, etc., ça, ce sont des objets sphériques, parfaits, immuables, animés de mouvements circulaires à vitesse constante. Mais ça, ce qui est l'affaire, le problème avec ça, c'est que c'est des hypothèses qui sont sont pas basées sur des observations, des mesures. C'est juste une vision de ce qui lui paraît élégant, ce qui lui paraît être l'ordre des choses. Mais à cette époque-là, la notion de science, puis le fait d'appuyer la science sur des mesures, sur des observations, c'était pas bien établi. C'est vraiment à partir de Galilée, en fait, que ça a commencé à être vraiment bien établi, que la science a commencé à être bien établie comme ça. Mais à cette époque-là, c'est ça, les philosophes faisaient des hypothèses comme ça, mais qui n'étaient pas basées vraiment sur quoi que ce soit de tangible. Donc, sous l'œil actuel de la science, ces hypothèses-là n'avaient pas vraiment de valeur. Si on va maintenant 100 ans plus tard, Aristarque, lui, a fait l'hypothèse, la Terre tourne autour du Soleil. Donc, c'est quand même intéressant, c'est une théorie héliocentrique. Hélio, c'est un préfixe qui se réfère au Soleil, en lien avec le dieu Hélios, qui était le dieu du Soleil. Héliocentrique veut dire le Soleil est au centre du système solaire et les planètes tournent autour. Fait que il y avait eu la bonne intuition, mais c'était pas prouvé par quoi que ce soit. Si on regarde maintenant Ératosthène, ça c'est intéressant. En 220 avant Jésus-Christ environ, alors lui, il y avait aussi l'hypothèse que la Terre était sphérique, mais non seulement il voulait démontrer que la Terre était sphérique, mais il voulait même calculer sa taille, si vous voulez, le rayon, le diamètre de la Terre. Puis il a utilisé une méthode que je trouve absolument géniale. En fait, il a appris qu'à une ville qui s'appelle Syène, en Égypte, le soleil passe à la verticale, c'est-à-dire passe au zénith lors du solstice d'été, c'est-à-dire le solstice de juin. Donc en fait, cette ville-là, elle se trouve très très près là, du tropique du Cancer, comme vous voyez sur la carte ici. Or, lui, il vit à Alexandrie et il sait que ce n'est pas le cas à Alexandrie. Le soleil n'est pas au zénith à midi heure solaire cette journée-là à Alexandrie. Bien sûr, Alexandrie n'est pas à la même latitude que Syène, comme on voit sur la carte ici. Alors, vous avez ici la carte de l'Égypte. Ici, vous avez Syène avec un puits très profond. En passant, Syène aujourd'hui s'appelle Assouan. Et c'est une ville qui existe encore.
Et ici, vous avez Alexandrie où se trouvait un très grand obélisque. Reportons-nous maintenant à l'échelle de la Terre. Alors, vous avez ici le puits de la ville de Syène. C'est un puits très, très, très profond. Et ici, vous avez l'obélisque d'Alexandrie. Évidemment, ici, c'est pas à l'échelle. En réalité, à l'échelle de la Terre, ces deux, Syène et Alexandrie, seraient beaucoup plus rapprochés. Mais on les a comme éloignés ici sur le dessin, juste pour mieux comprendre ce qui se passe. En jaune, ici, vous avez les rayons du soleil. Alors, présentement, on est dans une situation quelconque où les rayons du soleil n'arrivent pas à pénétrer au fond du puits, comme vous voyez. Donc, autrement dit, dans cette situation-là, qui est une situation comme quelconque, le fond du puits est sombre. Le fond du puits n'est pas éclairé, parce que les rayons du soleil n'arrivent pas dans la bonne direction pour éclairer le fond du puits. Maintenant, laissons le temps passer. Et là, boum! Qu'est-ce qui arrive à cet instant précis-là? À cet instant précis, les rayons du soleil arrivent pile à 90 degrés par rapport à la ville de Syène. Autrement dit, à ce moment-là, le soleil, pour les gens qui sont à Syène ici, le soleil est au zénith, c'est-à-dire directement au-dessus de leur tête. C'est le jour du solstice d'été. Et on est à midi heure solaire. À cet instant précis, le rayon du soleil, comme vous voyez, arrive directement dans la bonne... vu qu'il arrive à 90 degrés pile par rapport à la surface de la Terre, il va carrément pénétrer dans le puits. Même si le puits est très 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 profond, le rayon du soleil, vu qu'il arrive exactement dans la bonne direction, va se rendre jusqu'au fond du puits. Donc, va faire en sorte qu'on va voir le fond du puits, ce qui est une situation exceptionnelle. Ça se produit seulement une fois par année. Donc, à ce moment-là, le fond du puits est éclairé. Et là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il mesure, Ératosthène va aller mesurer c'est quoi l'angle de l'ombre qui est produite par l'obélisque qui se trouve à Alexandrie. Vous avez ici une vue locale à Alexandrie de ce qu'on voit. Donc, vous avez l'obélisque. Ça, c'est si vous étiez là, à Alexandrie. Vous regardez l'obélisque. Alors, en bas, ici, vous avez l'ombre de l'obélisque qui est produit... l'ombre qui est produite par l'obélisque. Et ce que fait Ératosthène, c'est qu'il va aller mesurer simplement l'angle ici. L'angle que fait l'ombre. C'est cet angle-là ici. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que le rayon ici est parallèle à ce rayon-là, cet angle-là ici, on peut démontrer qu'il est le même que cet angle-là. Donc, autrement dit, en regardant l'ombre, il mesure l'angle ici. Et géométriquement, on sait que c'est le même angle qui est ici. Donc, en connaissant l'angle qui est ici, et en connaissant la distance entre Syène et l'obélisque d'Alexandrie, ou plus précisément entre le puits de Syène et l'obélisque d'Alexandrie, connaissant cette distance-là, ici, qui est comme dans le fond la distance de l'arc de cercle, et connaissant l'angle qui est ici, on peut aller calculer le rayon du cercle. Dans le fond, le rayon de la Terre. On ne fera pas le calcul ici, là, mais c'est juste par simple géométrie, connaissant l'angle ici, connaissant la distance de l'arc de cercle, on peut aller chercher le rayon du cercle, qui est en fait le rayon de la Terre. Et là, Ératosthène va obtenir une valeur de 39 375 km. Ça, c'est pas pour le rayon, ça, c'est pour la circonférence de la Terre. Aujourd'hui, on sait que la valeur réelle est autour de 40 000 km. Donc, il était très proche de la valeur réelle. C'est remarquable à quel point il a réussi à faire une bonne mesure. Bien sûr, sans avoir tous les instruments de haute technologie auxquels on a accès aujourd'hui. Mais juste avec une très forte dose d'ingéniosité et beaucoup de créativité, il a réussi à obtenir une valeur extrêmement bonne. Moi, ça me fascine vraiment. Puis là, ici, on parle 200 avant Jésus-Christ. Vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc là, on voit qu'il y avait deux courants de pensée qui s'opposaient. D'une part, le géocentrisme, qui est incarné en partie par Aristote, comme quoi la Terre est au centre de l'univers. Géo, ça réfère à la Terre, de la même façon que, par exemple, la géologie, c'est l'étude de la Terre. Donc, dans le géocentrisme, la Terre est au centre de l'univers et tous les autres astres tournent autour de la Terre.
Et en contrepartie, il y avait le mouvement, c'est-à-dire la philosophie de l'héliocentrisme, telle que énoncée par Aristarque, comme quoi la Terre tourne autour du Soleil et ce serait le Soleil qui serait au centre de l'univers. Et la Terre décrirait un cercle parfait. Tous les astres décriraient des cercles parfaits autour du Soleil. Maintenant, le géocentrisme comporte un problème. Il y a un phénomène qui s'appelle le mouvement rétrograde. Rétro veut dire comme revenir en arrière, hein, comme si on dit rétro-pédaler par exemple. Donc on observe que les planètes semblent reculer sur leur orbite environ une fois par année. Et le mot est important quand on dit semble reculer. Ça ne veut pas dire qu'ils reculent vraiment, mais vu de la Terre, vu de notre point de vue, ils semblent reculer pendant un assez bref instant. Alors vous allez vous demander pourquoi ça? En fait, si on prend un point de vue héliocentrique, le mouvement rétrograde est facile à expliquer. Imaginez ici, dans le fond, en bleu, vous avez la Terre, donc des positions successives de la Terre. Donc, mettons, on commence à position 1, ensuite position 2, 3, 4, 5. Et vous avez les positions qui correspondent pour une planète extérieure. Une planète qui se trouve plus loin que la Terre, du Soleil. Donc, par exemple, Mars. Donc, par exemple, supposons qu'en bleu, c'est la Terre, de notre point de vue. Donc, c'est de là qu'on fait, bien sûr, nos observations. Et en rouge, supposons que c'est Mars. On a montré avec des lignes la position qu'on voit la planète Mars par rapport aux étoiles. Okay? Vous voyez ici les étoiles qui sont, elles, lointaines. Donc, elles sont fixes parce qu'elles sont tellement loin qu'elles apparaissent fixes vu de la Terre. Alors, si on regarde la ligne de visée ici, donc c'est comme si on verrait Mars ici par rapport aux étoiles. Ensuite, à la position 2, on verrait Mars comme ici. Ensuite, à la position 3, on verrait Mars ici. Position 4, ici. Position 5. Fait que si on y va dans l'ordre, c'est comme si on va voir Mars ici. Ensuite, 2, 3, 4, puis ensuite 5. Fait que c'est comme si la planète faisait une espèce de zigzag comme ça. Donc, son mouvement global était comme vers le haut. Il y avait comme une espèce de reculon ici où est-ce qu'elle retourne vers le bas. Alors, cet effet-là est compréhensible simplement c'est comme une espèce d'illusion qui est due au fait que la Terre et les autres planètes ne tournent pas au même rythme. C'est-à-dire ne font pas un tour autour du Soleil pendant la même durée. Ça ne prend pas la même durée pour faire le tour. Puis ce schéma-là vous présente visuellement pourquoi ça crée cette illusion-là, le retour en arrière. Donc, c'est juste un espèce de phénomène géométrique. Ça, c'est encore une fois le mouvement rétrograde. Donc, vous avez le point en jaune qui représente les positions successives d'une planète. Fait que vous voyez que son mouvement global est comme vers la droite, mais il y a comme une espèce de moment où est-ce qu'elle semble revenir vers la gauche pour ensuite revenir vers la droite. Donc, le modèle héliocentrique permet de l'expliquer facilement. Donc ça, c'est un point positif pour ce modèle-là. Par contre, si on dit juste que tous les astres tournent autour de la Terre, ça fonctionne pas. On peut pas expliquer le mouvement rétrograde de cette manière-là. Et là arrive un certain Ptolémée, environ 100 avant Jésus-Christ, qui réussit à expliquer, entre guillemets, là, le mouvement rétrograde avec un système très compliqué de mouvements géocentrique. Donc, lui, c'est comme, il était attaché au géocentrisme, fait il voulait essayer de faire une théorie qui permettait d'expliquer justement les mouvements rétrogrades, mais tout en ayant la Terre au centre. Alors là, il va créer d'abord ce qu'il appelle un déférent. Alors, un déférent, c'est comme l'espèce d'orbite globale, là, le cercle que décrit globalement la planète autour de la Terre. Et l'autre chose qui vient se combiner à ça, c'est ce qui est appelé les épicycles. Alors là, c'est comme s'il faut imaginer que en plus de tourner comme ça autour de la Terre, l'astre va comme tourner sur des petits cercles. Puis ce petit cercle-là va comme le centre de rotation de ce petit cercle-là va suivre le déférent. Alors voici de quoi ça avait l'air la théorie des épicycles. Fait que vous avez, si on regarde par exemple cette planète-ci, vous avez le déférent qui est le grand cercle ici et l'épicycle qui est le petit cercle. Fait que dans le fond, l'épicycle tourne le long du déférent, le centre de l'épicycle suit le déférent et la planète dans le fond elle tourne sur son épicycle qui lui-même tourne le long du déférent.
Donc ça fait un mouvement qui est assez complexe, là, mais remarquablement, ça permet d'expliquer d'une part pourquoi certaines orbites sont elliptiques. Donc si vous regardez justement celle qui est en bleu, au final, ça fait une orbite qui est elliptique. Donc ça fonctionne, comme par exemple pour justifier pourquoi la Lune aurait une trajectoire elliptique autour de la Terre. Et d'un autre côté, ça permet aussi d'expliquer en quelque sorte le mouvement rétrograde. Alors si vous regardez pour la deuxième planète ici, elle tourne beaucoup plus lentement. Alors en choisissant correctement là, la vitesse de rotation, vous voyez que ça permet d'avoir le mouvement qui est, dans le fond, la trajectoire qui est illustrée en rouge. Puis vous voyez ici, justement, on a une espèce de boucle, là, et donc cette boucle-là là, viendrait comme expliquer là, le mouvement rétrograde. Alors bien qu'on sait aujourd'hui que cette théorie-là ne colle pas, c'était quand même ingénieux. Faut quand même lui donner qu'il y avait beaucoup d'efforts là-dedans, puis que c'était quand même ingénieux parce que ça permettait d'expliquer des choses là, comme le mouvement rétrograde et la trajectoire elliptique de certaines planètes. En fait, toutes les planètes ont une trajectoire elliptique, mais cette théorie-là permettait d'expliquer que certaines planètes puissent avoir une trajectoire elliptique. Croyez ou non, il a fallu attendre Copernic en 1543 pour balayer la théorie des épicycles de Ptolémée. Donc, imaginez là, à quel point cette théorie-là a fait autorité pendant longtemps. Ça c'est autour de 100 avant Jésus-Christ. Ensuite, ça l'a fait autorité jusque dans les années 1500. Donc, on parle d'une théorie qui a fait autorité pendant 1500 ans. C'est assez incroyable. Quand on y pense, si on essaie de se replonger dans cette époque-là, c'est dur même de remettre ça en question. Parce que ça fait tellement longtemps que cette théorie-là fait autorité. N'importe qui pense vouloir remettre ça en question, on va se dire qui je suis pour remettre une théorie qui fait autorité depuis si longtemps. Alors là, on arrive à la Renaissance, et là, c'est vraiment une révolution. C'est un moment révolutionnaire là, pour l'astronomie. Juste en passant, voici là, une représentation du système solaire à gauche, point de vue héliocentrique. Très simple, très élégant. À droite, géocentrique. Vous avez la Terre ici en bleu. Vous avez en jaune, vous avez le Soleil. Observez à quel point c'est compliqué de décrire les mouvements observés du système solaire avec un système géocentrique. C'est extrêmement compliqué versus la superbe simplicité d'un système héliocentrique. La simplicité finit souvent par gagner. Alors, il y a un homme qui ose défier cette théorie-là des épicycles qui fait autorité depuis si longtemps. Nicolas Copernic. Alors, dans le fond, la théorie de l'héliocentrisme est basée autour du fait que la Terre et les planètes tournent autour du Soleil, donc c'est le Soleil qui est au centre du système. Et en premier lieu, on pense que les mouvements sont des cercles parfaits. On sait maintenant que c'est pas le cas, mais en premier lieu, c'est ça qui était l'idée de Copernic. Maintenant, cette théorie-là qu'il élabore est vraiment basée autour de la simplicité des calculs. Dans son livre, il présente son modèle comme une astuce mathématique pour simplifier les calculs, et non pas comme une véritable description de la réalité. Autrement dit, il ne s'attaque pas vraiment de manière frontale en disant « Ok, le géocentrisme, c'est pas bon, les épicycles, c'est pas bon, c'est démodé, c'est déclassé, maintenant voici mon nouveau modèle. » C'est pas comme ça qu'il l'aborde. C'est plutôt, il va de manière un peu plus timide en disant c'est une astuce mathématique qui permet de simplifier les calculs. Est-ce que vraiment il pensait que, autrement dit, est-ce qu'il y avait la conviction que c'était vraiment un nouveau modèle mais qu'il n'osait pas le dire? C'est une possibilité, puisque l'Église était très forte et l'Église tenait au géocentrisme, pour certaines raisons. Donc était-ce une manière de présenter son modèle tout en se protégeant lui-même? Peut-être. Ou peut-être n'osait-il simplement pas remettre en question un modèle qui faisait
autorité depuis si longtemps. L'hypothèse de Nicolas Copernic permet de formuler deux prédictions qui vont permettre de prouver ou d'infirmer sa théorie. Première prédiction, la taille apparente des planètes devrait varier. Donc, si par exemple vous regardez la planète Mars, selon la théorie de Copernic, on devrait voir Mars de différentes tailles dans le ciel, vu de la Terre. Donc, des fois, on devrait la voir plus grosse, des fois, on devrait la voir plus petite. Pourquoi? Simplement parce que la distance entre Mars et la Terre va changer. Alors que dans le système géocentrique, la distance entre les planètes et la Terre devrait rester sensiblement la même. C'est vrai qu'il peut y avoir une petite fluctuation de la distance entre la planète et la Terre due à l'épicycle, mais quand même, l'épicycle est très petit par rapport, si vous voulez, au déférent. Donc, autrement dit, la variation de distance là, entre la planète et la Terre devrait être minime. Et donc, on devrait voir la planète toujours sensiblement de la même taille. Or, ce n'est pas le cas. On observe effectivement des variations significatives dans la taille des planètes vues de la Terre. Et ceci est donc une bonne raison là, de rejeter la théorie des épicycles et c'est un point positif pour la théorie de Copernic. Deuxième prédiction que ce système-là nous permet de faire, c'est que Vénus devrait présenter des phases comme la Lune. Pourquoi? Alors, si on regarde ici, dans un système géocentrique, vous avez la Terre, vous avez le Soleil de l'autre côté, puis la planète qui tourne. En fait, n'oubliez pas, la planète, en réalité, elle tourne autour de la Terre. Mais là, supposons qu'on laisse tomber là, le fait que la Vénus tourne autour de la Terre, puis on fait juste regarder le mouvement le long de son épicycle. Donc, étant donné que dans le modèle géocentrique, Vénus serait comme toujours entre la Terre et le Soleil, cela voudrait donc dire qu'il y aurait seulement un mince croissant de Vénus qui serait toujours visible. Mais on ne pourrait jamais, par exemple, observer de premier quartier, dernier quartier. On ne pourrait jamais observer la phase gibbeuse. On ne pourrait jamais observer la phase pleine non plus. Puisque la face éclairée de Vénus ferait comme toujours face au Soleil et la Terre ferait toujours face à la face obscure de Vénus. Or, ce n'est pas ça qui est observé. On réussit effectivement à observer les phases de Vénus avec un télescope. Et ça, c'est compatible avec le modèle héliocentrique, tel qu'illustré sur l'illustration ici. Donc, vous avez le Soleil au centre, la Vénus qui tourne, la Terre tourne aussi au centre, mais juste pour comprendre, faisons comme si la Terre était fixe ici. Et là, on peut voir qu'on va voir les différentes phases. Donc, par exemple, ici, on aurait l'équivalent de la nouvelle lune, ici, l'équivalent de la pleine lune, etc. Donc, selon le modèle héliocentrique, on pourrait voir toutes les phases de Vénus. Et c'est effectivement ce qui est observé. Alors après les travaux de Copernic, vient un autre astronome vraiment important qui s'appelle Tycho Brahe. Tycho Brahe, comme vous pouvez un peu le deviner avec l'illustration ici, il venait vraiment de la noblesse, de l'aristocratie. Lui, sa grande force, c'était la qualité de ses mesures. Il a fait des mesures d'une précision inégalée pour l'époque, par rapport à la position des planètes et la position des étoiles dans le ciel. Pour faire ces mesures-là, il s'est fait construire des instruments gigantesques de grande précision. Par exemple, vous avez ici ce qu'on appelle une sphère armilière. Et il y en avait plusieurs, mais il y en avait une, par exemple, qui avait un diamètre de plus de 3 mètres. Donc, c'était vraiment une espèce de sphère gigantesque, là, et des anneaux que ça pouvait tourner. Et ça servait à mesurer les coordonnées des étoiles de manière très précise dans le ciel. Ça, c'est juste un exemple d'instrument qu'il avait fait construire. Un autre exemple d'instrument qu'il avait fait construire, un sextant géant. Encore une fois, pour mesurer là, les coordonnées précises des étoiles et des planètes.
puis il a pris une foule de données pendant un grand intervalle de temps. Et ça ce cahier de données-là, ça avait une valeur inestimable. Alors lui, il en a fait un système, à partir de ces données, il a conçu un système géo-héliocentrique. Donc c'est comme un mélange, c'est comme un système hybride, là. Dans le sens que la Terre est au centre, la Lune tourne autour de la Terre, le Soleil tourne autour de la Terre, mais ensuite toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Fait que c'est comme une espèce d'hybride. C'était pas fou, c'était quand même intéressant comme évolution par rapport au système géocentrique. Mais là, vraiment, la révolution est arrivée avec Galilée. Galilée, c'était vraiment un génie, considéré comme le père de la science. Pourquoi? Parce que dans toutes ses recherches, c'était toujours axé sur les observations, les mesures. Donc, il prenait des mesures et il tirait de ces mesures des conclusions. C'était jamais basé sur juste la philosophie ou des raisonnements. C'était toujours basé sur l'observation de la nature. Et en ce sens-là, c'était vraiment, on peut dire, un des premiers scientifiques modernes, sinon le premier scientifique moderne. Alors Galilée, pour accomplir ses travaux astronomiques, il s'est construit lui-même un télescope réfracteur, une lunette astronomique. Donc c'était basé avec des lentilles. C'est pas lui qui a inventé, en passant, le télescope. Ces lunettes-là existaient, mais c'était utilisé principalement, par exemple, par l'armée ou c'était utilisé pour des observations terrestres. Mais il n'y avait aucune... avant Galilée, il n'y a aucune mention historique de quelqu'un qui aurait utilisé une lunette pour observer les astres. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a des preuves écrites que quelqu'un s'est utilisé une lunette pour observer les astres, c'est Galilée. Alors ça lui a permis d'observer la taille de Mars, la taille apparente, c'est-à-dire la taille vue de la Terre, de Mars et de Vénus. Et ça, c'est venu prouver justement les prédictions là, comme on avait dit tout à l'heure, les prédictions que nous donnait le modèle héliocentrique. Et aussi, il a pu observer les phases de Vénus. Il y a une des phases de Vénus, un moment où le croissant de Vénus est très fin. Il paraît-il que cette phase-là peut être observée à l'œil nu, mais c'est extrêmement difficile, il faut avoir une vision parfaite et c'est vraiment à la limite là, de la vision humaine. Mais pour vraiment bien voir là, l'ensemble des phases de la Lune, ça prend absolument un télescope. Ici, vous avez un dessin justement qu'avait fait Galilée dans son journal, illustrant les phases de Vénus. Donc ça, c'était vraiment révolutionnaire parce que ça venait prouver en fait le modèle héliocentrique. En plus de ça, il a fait deux autres observations clés. Premièrement, il a observé des cratères sur la Lune. Ça venait aussi en contradiction avec la théorie de l'époque, puisque à l'époque, c'était toujours l'idée que les astres étaient parfaits, des sphères parfaites. Et là, lui, il a dit non, la Lune n'est pas une sphère parfaite. D'ailleurs, je trouve ça quand même surprenant, honnêtement, avec le recul, parce que, honnêtement, les cratères de Vénus, on peut les voir à l'œil nu. À tout le moins, on peut voir que la surface de Vénus n'est pas une surface régulière. On voit qu'il y a des zones plus sombres et des zones plus claires. Ça, c'est clair qu'on est capable de le voir à l'œil nu. Mais avec son télescope, il a pu voir avec beaucoup plus de détails, puis voir, par exemple, quand on observe la Lune en quartier, on voit que la Lune, c'est-à-dire la zone d'ombre, ne donne pas une ligne, il n'y a pas une ligne de démarcation franche entre la zone d'ombre et la zone éclairée, parce que justement, dû au fait du relief de la Lune. Et ça, il va le décrire très précisément, aussi en mots, dans ses journaux. Autre observation clé, il a observé les satellites de Jupiter, si vous voulez, les lunes de Jupiter. Alors, il y avait ici, la boule représente ici Jupiter, et il dessinait de manière symbolique là, des étoiles ici pour représenter des points lumineux qu'il voyait à proximité de Jupiter. Encore une fois, ça prenait un télescope pour voir ça. Ça, c'était pas visible à l'œil nu. Donc, étant le premier là, à pointer son télescope vers le ciel, il a eu justement la primeur d'observer ça. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que des fois, il
un satellite qui est là. Après ça, les trois sont à droite. Ici, il en voyait juste deux. Ok, donc il devait être derrière. L'autre devait être derrière à ce moment-là, etc. Et là, dans le fond, il voyait que c'était toujours trois, mais il allait d'un bord puis de l'autre. Alors, ça, dans le fond, c'est comme... En fait, ça démontre que les satellites étaient en train de tourner autour de Jupiter. Pourquoi c'est une observation clé? C'est qu'encore une fois, ça vient complètement contrecarrer la théorie du géocentrisme. Puisque dans la théorie du géocentrisme, toute la rotation est basée, toutes les rotations se font autour de la Terre. Alors que là, lui, il vient montrer qu'il y a des astres qui tournent autour de Jupiter. Donc, il y a un centre de rotation qui n'est pas la Terre, mais qui est Jupiter. Les astres, les satellites, ici, les lunes, tournent autour de Jupiter. Donc, ça, c'est vraiment en parfaite contradiction avec le géocentrisme. Donc, ça vient balayer, en fait, cette théorie-là. Un autre scientifique extrêmement important, Johannes Kepler. Alors, lui, il arrive un peu après, et lui, il se base sur les observations de Tycho Brahe. Vous vous rappelez, Tycho Brahe a fait des mesures exceptionnellement précises et exhaustives par rapport à la position des planètes et des étoiles dans le ciel. Il s'est basé sur ces données-là, donc il n'a pas eu à refaire les données lui-même, mais lui, il les a interprétées mieux que Tycho Brahe lui-même. Et il a créé son propre modèle héliocentrique. Mais c'est un modèle héliocentrique raffiné par rapport à ce qui avait été établi au départ par Copernic. C'est-à-dire que là, maintenant, les orbites n'étaient plus des cercles, mais bien des ellipses. Et en plus de ça, le Soleil n'occupe pas le centre de l'ellipse, mais plutôt un foyer de l'ellipse. Donc ça, ce sont des distinctions fondamentales. Alors, il va résumer, en fait, son modèle en trois lois qu'on appelle maintenant les trois lois de Kepler. Et ces trois lois-là, dans le fond, dictent le mouvement de tous les astres du système solaire. Vous allez étudier en détail ces trois lois-là lors du prochain TP. Ensuite vient un certain Isaac Newton. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Isaac Newton, lui aussi, un vrai génie là, dans le sens pur du terme. Littéralement, là, considéré comme un des plus grands scientifiques de l'histoire, sinon peut-être le plus grand. Alors, il a fait d'énormes progrès, d'énormes avancées, tant au niveau mathématique que physique, mais en particulier, ce qui concerne notre cours, il a énoncé pour la première fois la théorie de la gravitation dans son livre Principia. Et ça, c'est très profond parce que sa théorie de la gravitation universelle est venue expliquer pourquoi les orbites étaient elliptiques. Autrement dit, Kepler, lui, il a utilisé les données de Tycho Brahe pour démontrer que ça faisait des orbites elliptiques, mais il ne l'expliquait pas en tant que tel. Ensuite, Newton, avec sa théorie de la gravitation, il vient expliquer pourquoi les orbites sont elliptiques. Et aussi, il calcule le rayon orbital de la Lune, par exemple. Isaac Newton est le père fondateur de la théorie de la gravitation universelle. Que signifie ici l'adjectif universel ? Il faut savoir qu'avant la parution des Principia Mathematica en 1687, les scientifiques distinguaient deux types de lois physiques. D'une part, les lois qui régissent le mouvement des objets terrestres, et d'autre part, les lois qui régissent le mouvement des objets célestes. Le plus bel exemple, selon eux, de cette distinction est la gravité, responsable de la chute des corps sur Terre. Mais visiblement inexistante dans le ciel, puisque les astres ne nous tombent pas sur la tête. Avec une illustration aujourd'hui célèbre, Isaac Newton énonce que la loi de l'attraction gravitationnelle est la même pour la pomme qui tombe que pour la Lune en orbite autour de la Terre. Il imagine pour cela l'expérience mentale suivante. Un canon, situé au sommet d'une montagne, tire un boulet. La distance parcourue par le boulet dépend de la vitesse initiale. Lâché sans vitesse, le boulet tombe telle la pomme de l'arbre. À l'inverse, si la vitesse d'éjection est grande, alors le boulet peut parcourir une grande distance avant de frapper le sol.
Newton explique même que le boulet peut, sous certaines conditions, ne plus heurter le sol du fait de la sphéricité de la Terre. On ne dira pas pour autant qu'il ne subit plus la gravité. Au contraire, il la subit en permanence et le boulet est en quelque sorte en chute libre perpétuelle. Sinon, il poursuivrait une trajectoire rectiligne. On dit alors que le boulet est satellisé et sa trajectoire se nomme l'orbite. Elle est généralement de forme elliptique. Mais on peut observer le cas particulier d'une orbite quasiment circulaire, comme pour la Lune. Dans cette animation, tout comme dans le dessin de Newton, les forces de frottement sont négligées. Si nous devions tenir compte des frottements dus à l'atmosphère, le boulet serait freiné et il finirait par retomber sur Terre. En unifiant ainsi les lois de la nature sur la Terre comme au ciel, Newton prolongeait les travaux de Galilée et Kepler et venait bel et bien d'universaliser la loi de la gravitation. La semaine prochaine, nous continuerons d'explorer le système solaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine!